Bon, eh ben Emmanuel Pahud, salut, merci beaucoup. Donc nous sommes une petite télé qu'on appelle les télés alternatives, les Alter Télévisions, et sur Internet. Voilà, on est des pauvres gens, bienveillants, bénévoles et pauvres. Et donc on a dit on va faire la télé parce que c'est trop con la télé, on va la faire nous-mêmes. Donc on fait ça depuis quelques années. Il se trouve aussi que je suis un vieux copain d'Éric Lesage. Et que ça faisait bien longtemps qu'il nous avait dit qu'il faut venir à l'Empéry, et on ne vient que depuis 4 ou 5 ans, alors que l'Empéry... On s'approche de 25, hein, tout doucement, on s'approche de 25, donc il serait temps qu'on passe à l'âge adulte aussi. Avec toujours le même succès, comme on dit. Succès, c'est un mix, disons, entre les fans salonnais d'abord, qui constituent le noyau dur, on va dire, du festival, des fans français qui viennent de province et de Paris, bien sûr, puis quelques fans étrangers, des Allemands, des Italiens, des Suisses et puis des Japonais aussi, qu'on retrouve d'année en année. Les gens de passage, et puis finalement, les premiers fans, c'est les musiciens qui reviennent d'année en année, avec lesquels on a du plaisir à faire la musique, à passer du temps ensemble, à découvrir du répertoire, déchiffrer et défricher. D'accord. Et vous êtes donc trois, Éric Lesage, Paul Meyer et Emmanuel Pahud. Et ça va, vous n'êtes pas engueulé depuis 23 ans pour les programmations, pour l'organisation? Non, la répartition des tâches, disons, entre les trois directeurs artistiques, la programmation incombe principalement à Éric Lesage. C'est lui qui, au piano, a quand même le répertoire le plus chargé, le plus lourd à partager avec, par exemple, Franck Bralet, qui est maintenant un pilier du festival, parce que ça fait plus de 15 ans qu'il n'a pas loupé une édition. Et puis, Paul et moi, étant un peu plus, disons, comment dire, en tournée en permanence et puis au contact de différents instrumentistes, on essaie de rameuter un petit peu les jeunes ou simplement les gens avec lesquels on aime bien faire la musique, d'essayer de voir quelques projets, des rencontres naître ici comme ça. Et donc c'est un petit peu sur les formations, sur le nombre d'artistes invités qu'on se met d'accord et sur effectivement les points forts de la programmation, les thèmes des soirées, quelles pièces on pourrait décliner autour de ça, quelle personne jouerait le mieux avec qui, parce qu'il y a des sensibilités qu'il faut bien doser, etc. Ça, on a fait des gros progrès depuis le début, parce qu'au début, on faisait souvent des choses un peu parce que les pièces qu'on avait envie de faire, parce qu'on avait la formation, mais sans se rendre compte de certaines incompatibilités artistiques entre certaines personnes. C'est de la cohérence dans la programmation. Puis il y a quand même un changement aussi que nous on a remarqué, c'est que c'est les concerts de 6 heures, puisque chaque soir, donc c'est finalement 4 heures de musique qui nous sont offerts. Vraiment, c'est formidable, mais ça fait un truc de plus, ça. Alors, les concerts de 18h à l'église Saint-Michel, donc juste en bas du château, c'est un plus pour la musique baroque, pour les jeunes musiciens. Ça nous permet de présenter des programmes qu'on ne peut pas forcément présenter tels quels dans la cour de l'Empéry. Et puis un horaire aussi qui est plus accessible pour beaucoup de touristes, simplement qui passent leur après-midi, une fois que la période de cagnard est passée, sortent un peu dans les villes de la charmante zone piétonne, dans les rues de la charmante zone piétonne de Salon de Provence. Et donc s'arrête à l'église Saint-Michel, voit qu'il y a un concert, parfois sur le parvis. Alors, en général, on fait ça plutôt avec des percussions, quelque chose qui est un petit peu plus immédiat, un peu plus populaire comme programme. À l'intérieur de l'église, c'est souvent plus savant, je dirais, comme programme. Mais oui, ça, on a eu quelques Dutilleux, Kodaï et tout ça, c'était ça. C'est savant, mais en même temps c'est magnifique. C'est d'un enrichissement incroyable de passer une bonne part de sa vie en compagnie de gens comme Beethoven, comme Kodály, comme Bartók, comme Mozart, comme Bach, comme Stravinsky, comme Debussy, Brahms, Mahler ou d'autres. Alors voilà, on essaie de présenter. On a commencé à faire les concerts à l'église à 18h. L'année des 20 ans du festival. On s'est dit 20 ans, on va faire 20 concerts. On va pas en faire 10 au château, on va faire 20 concerts, 10 à l'église et 10 au château, dans des formations diverses. Et puis l'année d'après, c'était Marseille-Provence, capitale culturelle de l'Europe. Donc on a eu et on a continué à avoir cette dynamique-là et donc du coup, d'année en année, c'était pérennisé. Voilà, maintenant on a ça, mais on réfléchit à d'autres modèles de porter la musique dans les rues de salon, peut-être d'une façon plus accessible, de faire quelques répétitions d'ensemble sans piano, par exemple, dans
les rues de Salon. Et puis de voir, d'essayer d'élargir un petit peu l'horizon, de présenter la musique à des gens qui la connaissent pas forcément. Et ça, par le pur hasard d'être là au même moment. Enfin, en tout cas, moi, du point de vue du spectateur, le pauvre qui ne fait rien mais qui vous voit bosser beaucoup, il y a quand même un truc fondamental, une cohérence fondamentale, c'est que, et c'est ça qui est agréable ici, c'est que on a l'impression, c'est peut-être qu'une impression, mais qu'on voit la musique en train de se faire, quoi. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, il y a les folles journées de Nantes peut-être, mais ici on ne fait pas la queue, donc c'est vachement mieux quand même. Ça c'est le jour où on fera la queue aussi à l'Empéry. C'est déjà produit d'ailleurs, mais c'est quand on fait des programmations vraiment plus immédiates, plus populaires. C'est vrai que la musique est en train de se faire parce qu'on se rend compte, en général, on voit le programme, bien sûr, on sait des mois à l'avance qu'on va jouer quel jour. Ça peut encore changer dans les quelques mois qui précèdent l'édition du festival, jusqu'à ce qu'on ait vraiment les dates et les horaires précis d'arrivée de départ de chacun. Mais après, chacun arrive préparé et sait qu'il va jouer telle pièce avec un tel. Et donc, on a cette rencontre et ça évolue très rapidement, en l'espace de 24-48 heures. Les répétitions, c'est en gros c'est plusieurs heures par jour. Comment vous avez un truc très serré, un programme très serré? C'est simple, hier c'était relâche, mais on a joué de 9h30 du matin jusqu'à 8h30 du soir, avec environ 2 heures d'interruption à midi. Parce que là, on se retrouvait une équipe d'instrumentistes avant, on changeait d'équipe de cordes un petit peu. Donc voilà. Les musiciens font pas la gueule, ça va, ils acceptent le truc. Les musiciens sont là pour ça, on adore jouer ensemble, se remettre un petit peu d'accord comme ça, et ça nous permet de lire simplement, lire beaucoup de musique, de se mettre un petit peu au diapason, si j'ose dire, et d'avancer et ça nous permet de gagner beaucoup de temps et de liberté pour les journées qui suivent, parce que d'assurer maintenant 10 concerts dans les 5 jours qui terminent le festival, c'est une charge énorme pour 15 musiciens, et donc c'est en avançant le premier jour, en fait, avec des lectures tout simplement. Ça nous donne une immédiateté au contact, et il faut que le contact soit à la fois humain pour être musical. D'accord. Et vous disiez que vous voyagez beaucoup, vous êtes un peu exilé à Berlin, effectivement, mais c'est quand même un peu le même boulot, je veux dire, vous passez aussi de répétition en répétition et de concert en concert dans l'année. Oui, la vie de musicien, ça se passe sur la scène ou dans l'enseignement, bien sûr, par exemple, ou dans la programmation. C'est votre cas, où vous êtes prof de flûte? Non, j'ai pas le temps d'être enseignant. J'ai le poste d'orchestre au Philharmonique de Berlin, encore en plus les concerts en solo, et en concert de musique de chambre, puis quelques semaines d'enregistrement par an. J'ai vacances avec les enfants, si possible avec concert, parce que les festivals sont bien sûr pendant les périodes dans lesquelles nous avons des vacances. Mais c'est différent de faire la musique sous la baguette d'un chef. Le sentiment de liberté est très différent. Il y a des chefs qui arrivent à communiquer ça, à transformer le collectif, à montrer le chemin. Puis s'il n'y a pas de chef? Il y a beaucoup de chefs, il y a beaucoup de chefs, notamment la musique contemporaine, ça se voit, ça commence à battre, à mouliner un petit peu sur scène. Il y a certaines pièces qui ne pourraient fonctionner qu'avec des chefs, mais on se rend compte que certaines symphonies qui font maintenant partie du répertoire, avec le recul bien sûr, mais quand on a entendu la 3e symphonie de Beethoven, ou qu'on entend tout à l'heure dans un de ces jours, la 7e de Beethoven par exemple, ou certaines symphonies de Haydn, ce sont des symphonies qui sont tellement connues, tellement adoré par tous les musiciens qui sont ici dans les mêmes interprétations. On pense par exemple au génial 4e, 7e de Kleiber. On a certaines références communes et on essaie de revivre ça en petite formation, en format de poche ici à l'Empéry. Et je crois que c'est quelque chose qu'on vit ensemble avec le public, justement, qui se promène dans les répétitions, qui nous voit d'un concert à l'autre, qui voit parfois comme l'interprétation, la maturité a pu évoluer entre l'après-midi et le soir, par exemple. La prova d'orchestre, disait Fellini. Et un petit mot, alors dans une interview récente à différents journaux, vous avez parlé de Sándor Márai, qui est un grand écrivain hongrois et que personne ne connaît, mais qui est pourtant très connu, comme beaucoup de grands écrivains. Est-ce qu'on peut vous demander pourquoi ça vous plaît tant, Sándor Márai? Est-ce que c'est un peu l'exil à Berlin aussi, ou c'est l'Europe, c'est quoi?
Certainement l'Europe, oui, parce que je pense que la Hongrie, malgré son, son détachement linguistique par rapport à l'Europe slave, par rapport à l'Europe Vous latine. lisez en hongrois ou... Ah non. Non, j'ai lu une traduction française qui est ma foi très bien faite. Enfin, elle me semble véhiculer très bien l'intensité l'intensité de ce qui se passe à l'intérieur d'une personne, d'une façon et affective, amicale ou familiale. Enfin, j'ai rarement vu d'écrire avec autant de bonheur et lire. Moi aussi, je me suis rarement senti lire avec autant d'intensité. Et c'est quelque chose que je retrouve dans la musique de Bartók, dans la musique de Haydn Esterházy, de Mozart, Budapest. Enfin, voilà, c'est une façon. À chaque fois qu'on va aujourd'hui en Hongrie ou qu'on rencontre des musiciens hongrois, qu'on les voit jouer entre eux, on a l'impression qu'ils ont, comme pour utiliser un anglicisme, un ownership de cette appartenance à une famille littéraire ou artistique, musicale classique et en même temps très intense. En mouvement perpétuel, et c'est vrai qu'en tant que musicien, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. On peut toujours essayer avec les moyens d'aujourd'hui, avec notre point de vue d'aujourd'hui, notre société d'aujourd'hui, de parler aux gens en leur disant voilà ce qu'on pense que Mozart, Bach, Beethoven, Schubert a voulu dire. Et c'est la seule authenticité dont on puisse se réclamer, c'est celle d'être engagé à ce moment-là et d'être le véhicule d'un message certainement supérieur et dont on n'a peut-être parfois pas tout compris. Mais des fois, il se passe des choses formidables avec la chair de poule, entre autres, mais aussi des larmes, des rires, d'un sentiment de bonheur, de satiété parfois. Enfin, on passe par des choses qu'on retrouve également dans l'alimentation, dans la cuisine, la grande cuisine, le goût, les saveurs, le vin également. On va vous libérer, mais on va continuer à faire un peu les pédants. Oui. Il y a un type qui vient de faire un bouquin qui s'appelle Pourquoi la musique. Il est d'ailleurs à la librairie là, qui s'appelle Francis Wolff. Vous connaissez, vous l'avez vu? J'y pense parce que c'est ce que vous dites qui me fait penser, parce que sa thèse principale, c'est que la musique, la matière de la musique, c'est l'événement, les choses qui arrivent comme ça. Et je trouve ça, ici, c'est un très bel exemple ou une très belle illustration. Il dit beaucoup d'autres choses aussi, mais c'est vrai que la musique en train de se faire, c'est ça, c'est aussi l'événement qui arrive, quoi. Bien sûr, c'est un événement qui se produit pas par le plus pur fruit du hasard, c'est un événement voulu, déterminé, et c'est là où on peut comprendre également certaines phrases de Stockhausen qui étaient un petit peu choquantes, mais qui exprimaient vraiment le point de vue d'un artiste sur l'événement artistique tel qu'il se produit. Maintenant, avec le risque compris. Avec le risque compris. Maintenant, c'est la porte ouverte à n'importe quelle supercherie également. Et là, il faut faire attention. Je pense que l'événement tel qu'il est orchestré par Beethoven dans des agences qui s'en occupent maintenant, ou par un Haydn dans une symphonie qu'on a baptisée surprise, et en allemand Paukenschlag, donc coup de timbale, ça décrit la surprise, qui est curieusement, mais ça dénote bien de l'esprit germanique par rapport à l'esprit plus latin. Et en allemand, on aime bien apporter les réponses aux questions qu'on pose dans la même phrase en français. Et puis le fait de rejeter le verbe à la fin, on a une situation décrite, un contexte, soit, et puis le verbe action. Dans les langues latines, en français, on commence par je, fais, ci ou ça, etc. Voilà, l'action d'abord, et après, ensuite, on décrit les choses. On décrit les choses telles qu'elles se passent dans ce tourbillon un petit peu, et d'une façon, finalement, la construction de la phrase, la façon de réfléchir sa phrase, dans la façon dont le langage est parlé, pas dont il est écrit bien sûr, mais est souvent un peu plus tourbillonnante, je dirais. Mais moi-même j'ai parfois du mal, quand vous dites que je suis exilé, bon, j'ai beaucoup de bonheur et de plaisir à revenir en France, également en Suisse, j'ai certaines origines de là-bas également, mais c'est vrai que le côté expatrié, depuis ma naissance, grosso modo, j'ai vécu comme ça. C'est comme ça que j'ai rencontré la musique, que j'ai rencontré la flûte. Pas étonnant que Maraille vous plaise. C'est vrai que c'est un thème récurrent. Et bon, quelque part, d'entendre les gens parler, de voir faire l'effort de les comprendre, parce que c'est pas sa langue maternelle, on a l'impression qu'on a affaire à un discours plus intelligent. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup, grand joueur de flutio. Bon, ben voilà. On m'appelle Manu le flutio d'ailleurs dans ce festival. Bon, merci beaucoup.